Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de questions d'actu, ce soir, les dernières consultations à huis clos des pays membres du Conseil de sécurité concernant le Sahara marocain. Cette réunion annuelle s'est tenue mercredi 20 avril. Mais le contexte est différent aujourd'hui, et notamment suite au soutien historique de l'Espagne et de l'Allemagne à l'initiative d'autonomie proposée par le Maroc. Une réunion marquée aussi par la présentation d'un rapport de l'envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies devant les 15, pour la première fois depuis sa prise de fonction. C'était le 1er novembre dernier. Les pays membres du Conseil de sécurité ont exprimé leur soutien aux efforts de Staffan de Mistura, qui pourrait entreprendre bientôt un nouveau voyage dans la région. Sa première tournée, c'était en janvier dernier. Elle avait conduit à Rabat, en Mauritanie, à Tindouf, puis à Alger. Comment se profilent les contours de sa prochaine tournée à la lumière de l'appui des grandes puissances européennes au plan d'autonomie proposé par le Maroc en 2007, considéré par l'Espagne comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend régional, et aussi avec une Algérie de plus en plus isolée sur le plan international? Comment l'émissaire onusien peut réussir à convaincre le pouvoir à Alger de se remettre aux tables de négociation sur la base de la résolution 2602 votée en octobre dernier en Conseil de sécurité, une résolution, rappelons-le, où l'Algérie a été citée à 5 reprises, une invitation donc sans équivoque à s'engager dans le processus de table ronde sur toute sa durée en tant que partie principale à ce différend régional. J'accueille ce soir sur le plateau pour en parler professeur Hamid Ben Arta. Bonsoir. Bonsoir, madame. Je rappelle que vous êtes professeur de droit à l'Université Mohamed V de Rabat. Agdal, bienvenue à vous sur ce plateau. Et un plaisir renouvelé d'accueillir sur le plateau de questions d'actu Hassan Alaoui. Bonsoir. Bonsoir, madame. Co-fondateur, bien sûr, de l'hebdomadaire Maroc Diplomatique. Et se joindra à nous peut-être Sidrissa Issaoui. Alors, un peu de pédagogie, professeur Blerta, pour commencer. Qu'est-ce qu'une réunion à huis clos du Conseil de sécurité et pourquoi? Bon, c'est une réunion d'information, de briefing. Donc, c'est une réunion qui est censée ne pas être ouverte à tout le monde. Donc, dans laquelle l'émissaire des Nations Unies dans l'affaire du Sahara, plus le chef de la MINURSO apporteront un certain nombre d'éclaircissements sur le déroulement et l'évolution de la mission au Sahara. Donc c'est une séance d'information plus ou moins technique et qui est destinée essentiellement aux membres du Conseil de sécurité. C'est pourquoi on essaye de ne pas l'étaler au public. C'est ça, en fin de compte. Est-ce que à la sortie d'une telle réunion, une communication est normalement opérée et est-ce qu'elle est d'usage? En principe, il y a toujours un communiqué officiel du Conseil de sécurité. Malheureusement, jusqu'à présent, nous n'avons pas ce communiqué. Donc, et généralement, ce sont des communiqués qui restent vagues et qui ne donnent pas beaucoup de précisions sur le déroulement du briefing et des négociations au sein de la séance. Mais ce qui est sûr, c'est que l'émissaire onusien Staffan de Mistura l'a déclaré à certaines agences de presse, il y aura une prochaine tournée. Oui. Alors, sur la base de la première, revenons peut-être sur le bilan de la première avec vous, Hassan Alaoui, la première visite de Staffan de Mistura dans la région. Oui, la première visite, elle a eu lieu bien sûr en janvier, comme on le sait, du 13 au 19. Et c'était une prise de contact après sa nomination quelques mois avant, en novembre précisément. Et donc, cette fois-ci, évidemment, cette réunion, c'est un petit peu pour remettre ces conclusions préliminaires aux 15 membres du Conseil de sécurité, donc qui sont 5 membres permanents et 10 qui font rotation chaque année. Je précise simplement que cette réunion d'avril, c'est ce qu'on appelle une réunion intermédiaire, à mi-chemin, entre celle qui a lieu généralement donc au mois d'octobre, où il y a vote de résolution. Cette fois-ci, il n'y a pas de vote de résolution. Simplement, c'est une réunion pour préparer un petit peu, pour l'écouter, M. de Mistura, ainsi que son équivalent, je veux dire, sur le plan de la MINURSO, qui s'appelle M. Ivan Khan. Et donc, réunion informelle, pédagogique, comme vous disiez tout à l'heure, tout simplement. Et les membres du Conseil de sécurité, prennent note de ce qui s'est passé pour ensuite, avec lui, parce qu'il va quand même continuer sa mission, et il va visiter
les pays concernés, en l'occurrence le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et bien sûr les camps de Tindouf, n'est-ce pas? Et ce qui est important à souligner cette fois-ci, c'est qu'on vient dans un contexte complètement ahurissant parce que nous sommes là dans une règle de droit, dans une philosophie tracée par les Nations Unies, que l'Algérie, peut-être qu'on y reviendra, viole tout simplement parce qu'elle n'a pas respecté, n'a pas adopté, elle a rejeté même la fameuse résolution 2602 qui a été votée, adoptée presque à l'unanimité en octobre dernier. Et c'est un contexte quand même qui est inédit, auquel on va devoir faire face très bientôt. Je ne sais pas ce quelle sera l'attitude algérienne par rapport à de Mistura, mais on verra. Nous revenons bien sûr aux enjeux, nous reviendrons aux enjeux de cette prochaine visite de l'émissaire onusien, l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU pour cette question du Sahara. Mais avant, professeur Ben Khattab, il y a, puisqu'on parle du bilan de la première visite, il y a cette photo qui a été rendue publique de Staffan de Mistura, et il se trouvait dans les camps de Tindouf, dans les camps de la honte, et d'autant plus qu'il y avait un enfant soldat. Et finalement, il n'y a pas eu vraiment une réaction internationale suite à l'apparition de cette photo. Pourquoi? Et aujourd'hui, est-ce qu'on fera peut-être plus attention à ce qu'on met en avant dans ce genre de situation? Vous savez, il n'y a pas beaucoup d'informations sur l'affaire du Sahara dans le monde. Pourquoi? Parce que les puissances internationales considèrent le conflit du Sahara comme un conflit d'intensité basse. Et à partir du moment où vous avez un conflit d'intensité basse et qui perdure dans le temps, c'est un conflit qui devient oublié en quelque sorte. C'est vrai, et dans ce cas-là, vous avez immédiatement une zone de non-droit. À partir du moment où l'opinion internationale ne s'intéresse pas vraiment à ce qui se passe dedans. Et c'est ce qui pousse le Polisario à commettre ce genre de dérapage, en quelque sorte, parce que, vous savez, l'enrôlement des enfants dans les armées, c'est quelque chose de banni sur le plan du droit international. Et pourtant, personne n'en parle. Et puis, vous avez Daesh qui est au sein du Tindouf, vous avez du terrorisme, vous avez du trafic de tout genre dans ces comptes. Vous avez des attaques au droit. C'est se dire pourquoi c'est relégué au second plan sur le plan international, parce que ça peut avoir, les ondes de choc peuvent atterrir de l'autre côté de la Méditerranée. Parce que vous avez un conflit d'une intensité basse, donc ça n'intéresse que peu ou pas de puissance internationale. Et c'est là où réside le problème. Je crois que justement parce que nous sommes devant un conflit de basse intensité, c'est au profit du Maroc. Exactement. Nous en profitons. Pourquoi? Parce que nous sommes dans notre terrain. Et donc, qu'on attend 100 ans, 200 ans, aucun problème. Où est le problème? Est-ce que vous pensez que le fait qu'il y ait eu aussi dans l'agenda de cette réunion à huis clos, parce qu'elle n'est pas, rappelons-le aussi, puisqu'on fait de la pédagogie, elle n'a pas été programmée que sur cette question du différend régional du Sahara, mais aussi il y avait cette question du conflit au Kosovo, et il y a aussi la guerre en Ukraine, ça a un peu éclipsé en quelque sorte dans l'agenda de cette réunion à huis clos du Conseil de sécurité. C'est finalement en faveur de qui? C'est en faveur du Maroc et certainement pas en faveur de l'Algérie. Ceci dit, je voudrais préciser quand même que le Maroc n'a pas cessé de dénoncer cette histoire d'embauchement des enfants armés, militaires, qui a été exposée délibérément ou inconsciemment à l'envoyé spécial de l'ONU. C'est très grave. Le Maroc donc, a attiré l'attention et je pense que ça aura quand même après des répercussions parce qu'il ne faut pas charrier. Je ne sais pas qu'est-ce que cherchait le gouvernement algérien en exposant des enfants. Est-ce que c'était pour attirer, pour attendrir la communauté internationale? Vous voyez, c'est une faute quand même aberrante. C'est une faute très grave, une faute vraiment humaine. De mettre en avant des enfants soldats. Vous savez ce qui se passe actuellement entre le Polisario, l'Algérie, d'une part, le Maroc, d'autre part, nous sommes dans une posture pacifiste. Donc, nous cherchons toujours à régler le conflit d'une manière pacifiste sous les auspices des Nations Unies. Et puis, vous avez un Polisario qui déclare haut et fort qu'il est en train de mener une guerre directe contre le Maroc. C'est-à-dire qu'il a cessé... Appelant même à des actes terroristes sur le territoire marocain. Qu'il a cessé de respecter le cessez-le-feu de 91. Tout à fait. L'Algérie, vous avez un État hôte de ce mouvement qui déclare qu'il soutient
justement le mouvement Polisario dans sa guerre contre le Maroc. Et finalement, où est la communauté internationale dans tout cela? Pourquoi est-ce que Staffan de Mistura lui-même n'a pas réagi? Pourquoi est-ce que le Conseil de sécurité ne réagit pas? Pourquoi est-ce que beaucoup de puissances internationales ne réagissent pas? Parce qu'il y a un cessez-le-feu quand même. Il y a un arrangement international qu'on doit respecter. Pourquoi est-ce que le Polisario ne respecte pas cet engagement? Et comment peut-on mener des négociations alors que le Polisario déclare qu'il mène une guerre contre vous? Donc, on voit très bien qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. In fine, la question aujourd'hui est, je n'ai pas envie de dire tranchée, parce qu'il y a eu des prises de position quand même qui sont historiques, pour ne citer d'abord la reconnaissance de facto de la marocanité du Sahara par la première puissance mondiale, que sont les États-Unis, c'était en décembre 2020. S'en suivi les mois qui, bien sûr, ne parlons même pas des 25 consulats généraux de pays, des pays arabes, d'Africains, d'Amérique, dans les villes de Lyon et de Dakhla, et puis ce revirement de situation des Espagnols, du gouvernement espagnol par rapport à cette question. Hassan Alaoui et bien sûr de l'Allemagne. Comment tout cela peut-il avoir un impact? Parce qu'il y a eu certaines rumeurs, des bruits de couloir qui ont dit qu'à la sortie qu'il y avait beaucoup de pays du Conseil de sécurité qui avaient applaudi en tout cas qui ont bien accueilli cette prise de position espagnole et allemande vis-à-vis de la solution proposée par le Maroc. Oui, alors moi je vais essayer de revenir un peu en arrière rapidement. Il ne faut pas oublier que dans ce conflit, il y avait un enjeu de propagande très 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 fort. Naturellement, les décennies précédentes, le Maroc avait beaucoup souffert. Pourquoi souffert? Parce qu'il y avait un jeu géopolitique mené par l'Algérie à la 4e commission, n'est-ce pas? Elle a dominé carrément maintenant. Et naturellement, tous les sommets qui étaient réunis au niveau de l'Union africaine, qui s'appelait l'OUA, ou les non-alignés et tout, on voyait l'Algérie qui venait avec des valises d'argent, tout simplement. Et l'épisode, je rappelle rapidement, de novembre 1984, quand le Maroc a décidé de quitter l'OUA spectaculairement, je me souviens encore, M. Guédira, quand il a prononcé le discours et les mots de feu Sa Majesté Hassan II, pour dire « nous quittons cette institution ». Pourquoi? Parce qu'à l'époque, il y avait un secrétaire général qui s'appelle Edem Kodjo, qui vraiment, sonnante et trébuchante, prenait de l'argent donc pour renverser la situation, pour faire admettre la race, entre guillemets, et puis renverser un courant qui nous était très hostile. De cette situation, nous avons hérité des comportements qui sont mafieux jusqu'à nouvel ordre par le gouvernement algérien. Aujourd'hui, il est acculé, il n'a plus rien à faire, qu'admettre la solution politique, parce que c'est la seule qui reste, c'est la dernière, c'est l'ultime, et le Maroc ne peut pas donner plus. Le Maroc a tout donné, excusez-moi l'expression, il a donné un plan d'autonomie qui est magnifique, travaillé, qui accorde tout, qui confère tout aux populations du Sahara, n'est-ce pas? Les vraies populations du Sahara, et non pas celles, bien sûr, quelques-uns de nos compatriotes sont enfermés à Tindouf, dans les camps, mais la majorité à Tindouf... Et maltraités, d'ailleurs, ils le voient. Ils voient leurs conditions de vie et les conditions de vie de leurs frères de l'autre côté. La majorité, ce ne sont pas des Sahraouis. La majorité, ce sont des Maliens, des Mauritaniens, des Togolais même, des Sénégalais, des Soudanais, toutes sortes, si vous voulez, de populations recueillies, pardonnez-moi l'expression, ramassées entre 1980 et 1990 à cause des sécheresses qui sévissaient dans la région. Et donc l'armée algérienne venait les recueillir et les mettait dans dans les camps de Tindouf, n'est-ce pas? À tel point qu'aujourd'hui, jusqu'à maintenant, comme le Maroc l'exige, il commence maintenant, mais tous les 20 ans passés, l'Algérie a refusé, si vous voulez, la demande du HCR, du Haut Commissariat aux réfugiés, de recensement de ces camps pour authentifier qui est Sahraoui, qui ne l'aime pas. Et on se souvient, je reviens en arrière vite fait, je vous laisse, c'est qu'en 1974, quand il y a eu 5, 6, 10 000 personnes qui ont été quittées de force, manu militari, ramenées dans les camps des Tindouf pour faire une population réfugiée, entre guillemets. Et c'est ça le problème aujourd'hui. Il faut que le Maroc attaque sur ce plan du recensement et attaque sur les tables rondes, c'est-à-dire la solution politique. Mais encore faut-il qu'ils y participent, les Algériens? Parce que les Algériens disaient qu'ils étaient simplement intéressés dans les années 70. Ensuite, ils ont dit, nous sommes
pas seulement intéressés, mais nous sommes un peu concernés. Aujourd'hui, ils sont impliqués. Vous comprenez? De facto, par cette résolution 2602. Tout à fait, impliqués. Et vous dites que la résolution les a cités 5 fois. Eh bien, 5 fois, ils en ont cure. Vous comprenez? Il faut absolument qu'ils se soumettent au projet onusien, parce que ce n'est pas un projet marocain, mais là, c'est un projet onusien, c'est-à-dire la solution politique. La solution politique, et d'ailleurs, suite à cette réunion à huis clos du Conseil de sécurité, la communauté internationale a quand même bien accueilli les efforts de Staffan de Mistura. Comment ces efforts-là peuvent-ils être couronnés sans que Alger ne soit concrètement impliqué dans ce processus? Ce qui se passe, c'est que l'étau se resserre petit à petit sur l'Algérie. Donc on est passé d'une solution à 100% juridique, onusienne, à une solution politiquement concertée entre les partis en question. Donc l'Algérie ne peut plus se targuer de défendre cette fameuse notion d'autodétermination d'un peuple. D'ailleurs, on voit très bien que techniquement, ce n'est pas possible, logiquement, ce n'est pas possible, historiquement et humainement parlant, ce n'est pas possible. Donc on arrive petit à petit à ce que l'étau se resserre sur la thèse algérienne pour arriver à une solution qui est déjà là, donc à la proposition marocaine. La proposition marocaine s'impose actuellement par défaut, parce que sur la table, il n'y a rien. Sur le terrain, il n'y a rien. Là, le monde actuellement est divisé en deux. D'ailleurs, il a été divisé en deux dès le départ. Vous avez les tenants d'une solution juridique, onusienne, purement juridique, le Polisario de l'Algérie, soit l'autodétermination, l'indépendance, soit rien. Et puis vous avez à un moment donné la solution marocaine, la solution politique. Deuxième voie. Et à un moment donné, puisque techniquement ce n'est pas possible, les tenants de cette solution juridique maintenant sont devant le mur, ils ne peuvent rien faire. Parce que techniquement parlant, un référendum, ce n'est pas possible. D'ailleurs, la question même du référendum est sujette à beaucoup de débats théoriques, on ne sait pas. Même en droit international, même en droit public. D'ailleurs, toujours ceux qui défendent l'idée de référendum sont ceux qui déterminent préalablement l'issue du référendum. Et c'est pourquoi les Algériens veulent à tout prix ce référendum. Et oui, mais puisque techniquement, humainement parlant, ce n'est pas possible. Donc, il faut qu'on s'en tienne à une solution politique. Donc maintenant, la solution du Maroc s'impose, comme j'ai dit, par défaut. On n'a pas d'autre solution. Et petit à petit, on voit actuellement que beaucoup de pays ont compris cela. Parce qu'il n'y a rien qui puisse aider à justement faire évoluer la situation et faire résoudre ce conflit qui a trop longtemps duré d'ailleurs, qui a trop duré. Donc je reviens à cette question justement. Qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que changent les nouvelles positions de grandes puissances, les États-Unis, l'Espagne, l'Allemagne, à finalement orienter cette communauté internationale vers cette solution politique? Vous savez, d'ailleurs, c'est une occasion pour saluer les efforts de Sa Majesté et de la diplomatie marocaine. Nous sommes en train de livrer une bataille diplomatique au millimètre près. Oui. Vous savez, parce qu'il y a un effet d'entraînement qui, à chaque fois que vous avez un pays qui reconnaît la valeur politique de la proposition marocaine, vous avez un effet d'entraînement par la suite parce que d'autres États vont le suivre. Lorsque, par exemple, l'Amérique a reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara, vous avez d'autres pays, immédiatement l'Allemagne et d'autres pays. Lorsque l'Espagne, maintenant, a accepté la solution marocaine, nous sommes maintenant optimistes de voir un certain nombre de pays suivre le pas de l'Espagne, notamment les pays de l'Amérique latine. Oui. Voilà, donc, et un certain nombre, par exemple, pour ce qui est de l'Allemagne, nous attendons à ce que la Pologne et les Pays-Bas suivent. Pourquoi? Parce qu'ils tournent au sillage et dans autour de l'Allemagne. Donc nous attendons à ce que cet effet d'entraînement puisse jouer et faire bénéficier le Maroc. Donc c'est de cet état de choses. Très bien. Moi, je voudrais une réaction, Hassan Alaoui, bien sûr. Apporter une petite précision. Vous avez parlé du référendum. Vous savez, je vous rappelle que en 2010, à peu près comme ça, l'émissaire spécial des Nations Unies, qui était un grand diplomate chevronné qui s'appelait Peter van Walsom, n'est-ce pas, avait conclu à l'irréalisabilité, c'est-à-dire l'impossibilité d'organiser un référendum, parce qu'il a dit que c'était dépassé. D'où est bien sûr, naturellement, le coup
entre guillemets, le coup d'État que les Algériens ont fait pour le débarquer, et il est parti. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que quand Feu Sa Majesté Hassan II est parti au sommet africain de Nairobi en 1981, il a accepté le principe de référendum sur suggestion, incitation de quelques amis qui lui ont conseillé d'accepter. Et solennellement, à la conférence de l'OUA de Nairobi, il a dit oui, j'accepte, avec cette idée que ce ne sera qu'un référendum confirmatif, de toute façon. Mais il a accepté, néanmoins. Quand il a fallu, donc, au niveau des Nations Unies et des autorités marocaines et naturellement algériennes aussi, organiser les conditions de ce référendum, et en l'occurrence, pour commencer, c'est-à-dire recruter à la fois les gens et en même temps identifier ceux qui allaient voter, eh bien, tout simplement, le gouvernement algérien, il s'est trouvé acculé parce que, tout simplement, il voyait qu'il fallait accepter les populations sahraouies marocaines, n'est-ce pas, qui, dans les années 50, ont fui le Sahara parce qu'ils étaient réprimés, opération des Couvions, et qui sont montés vivre à Agadir, dans le nord, à Tétouan et tout, à Sidi Qassem et toutes les familles. Et en plus, vous avez affaire à une population nomade. Et donc, ces Sahraouis, il fallait en tenir compte, n'est-ce pas? Bien sûr, le référendum. On veut le référendum, mais il faut aussi que ces gens puissent voter. Ce que l'Algérie, quand elle a vu le nombre, bien entendu, des gens, des Sahraouis, des réels Sahraouis authentiques qui devraient venir s'inscrire pour voter, elle a complètement changé de position et de fusil. Elle a saboté le référendum. Elle n'est pas habilitée à dire qu'il faut saboter le référendum. Pour faire un référendum, il faut faire un recensement. Mais l'Algérie n'accepte pas de faire un recensement. Sinon, on va découvrir tout de suite, comme je le disais, qu'il n'y a que tout à Tindouf, sauf des Sahraouis. Qu'il y a des Maliens, des Nigériens, des Mauritaniens, si vous voulez, des Tchadiens, et tout, sauf des Sahraouis. Et même aujourd'hui, j'allais dire, la collision qui existe entre le Polisario et Daesh, elle est éclatante. C'est un renversement de la situation dans le Sahel. Et le Sahel est en train d'arriver vers nous, n'est-ce pas? D'arriver vers cette région. Déjà, le sud algérien, mettons, des attentats qui sont multiples un peu partout. L'Algérie, le gouvernement algérien est incapable de juguler cette tendance, cette propension aux attentats qui se multiplient depuis quelques semaines, n'est-ce pas? Et on voit venir, c'est un reflux, c'est une montée en puissance de ce djihadisme qui est en train, s'il n'était pas mis fin, n'est-ce pas? Et il ne sera mis fin qu'avec une collaboration maroco-algérienne sécuritaire, ce que l'Algérie piétine et rejette. Donc il n'aura pas d'issue en dehors si vous voulez, d'un règlement pacifique, d'un règlement politique au Sahara. Merci, messieurs. On va reprendre le débat dans quelques instants. À tout de suite. Et se joindra à nous Idriss Essaoui dans quelques instants. À tout de suite. Merci à ceux qui se joignent à nous dans cet épisode de Questions d'actu consacré à cette réunion à huis clos du Conseil de sécurité où effectivement le dossier le différend régional du Sahara a été à l'ordre du jour. Avant la pause, M. Hassan Alaoui nous a fait un flashback avec brio sur cette position algérienne quant à la question du référendum et surtout ce qui finalement favorise la solution politique à celle juridique comme ça a été évoqué par professeur Ben Khattab. Idriss Essaoui, bienvenue à vous sur ce plateau. Merci beaucoup. On va donc continuer l'émission avec vous qui vous êtes joints à nous pour discuter de cette question. Alors, cette question est bien sûr indéniable et on ne peut pas ne pas en parler. Il s'agit de tout simplement, quand on parle de ces populations des provinces du Sud, on parle du développement, du chemin de développement qui a été entamé pour ces provinces du Sud. Comment dire aujourd'hui qu'ils profitent à ces populations, Idriss Essaoui? Tout simplement en regardant ce qui se fait sur le terrain. Parce que les provinces du Sahara, c'est un territoire qui a été connu de par le monde entier. Et quand le Maroc est venu en 75-76, il y a un bouleversement qui s'est opéré à ce niveau. Regardez sur le plan de l'immobilier, regardez sur le plan de la gestion des territoires, regardez sur la répartition disons, de toutes les populations qu'il y a au niveau de ces provinces. Parce que nous n'oublions jamais, les populations sahraouies, c'est des populations tribales.
ils détestent être mélangés en tant que tribu avec telle ou telle tribu. Ils veulent gérer les choses à leur manière. Alors le Maroc l'a compris et il est en train de faire ce travail-là. Maintenant, comment se passent les choses? Comment on peut mesurer cela? Il y a eu le Conseil économique et social marocain qui avait fait des auditions très larges et il avait déterminé un chiffre pour le développement parce qu'en fait, ils se sont posé la question que peut-on faire au niveau de l'Ayoun, au niveau de Dakhla, au niveau de Smara, etc. Et comment on peut développer. Maintenant, je n'ai même pas besoin de dire qu'est-ce qui a été fait dans ces territoires parce que tout le monde le sait. Et peut-être un étranger sera mieux outillé que moi pour dire voilà ce qui a été fait. Et aujourd'hui, on est en train de préparer le fait que Dakhla devienne Dubaï de cette région. Véritablement un espace d'investissement où il y a des investissements très capitalistiques, de grande valeur sur le plan de l'agro-industrie, sur le plan de l'agriculture, sur le plan de la gestion de l'eau. Il y a des choses extraordinaires. Je ne veux pas parler de choses qui ne sont pas encore annoncées, c'est-à-dire ce qui touche aux richesses du sous-sol. Sous-sol, c'est quelque chose qui fera des émules et certainement beaucoup d'heureux dans la partie marocaine. Mais en fait, ce qui est pénible, c'est que les Algériens ne veulent rien entendre de tout cela. Ils ont un seul leitmotiv à répéter. Il faut que le Maroc cesse, il faut qu'il sorte, il faut qu'il fasse. Alors que on aurait pu, c'est-à-dire que je me rappelle quand on était jeune, au milieu des années 70, on nous disait pourquoi ne pas gérer ce territoire avec les Algériens et avec les Mauritaniens? Pourquoi ne pas le partager dans un élan de solidarité commun entre tous? Mais personne n'a voulu faire ça. Le Maroc a pris ses responsabilités et il a pris le contrôle de ces territoires sur le plan administratif, mais surtout sur le plan militaire. Aujourd'hui, le Maroc a tout ce qu'il faut comme moyen pour défendre les provinces sahariennes, pour défendre les populations, mais surtout les préparer pour devenir les grands acteurs du développement économique et social de ces régions, mais surtout devenir un pôle de développement pour le Maroc et très certainement aussi pour l'Algérie si elle le souhaite, et la Mauritanie pour elle, les provinces sahariennes. L'arrière-pays des provinces sahariennes, c'est la Mauritanie. Et on ne peut pas travailler... Parlons justement de la Mauritanie. Quelle est aujourd'hui l'orientation? Est-ce qu'on ressent quand même qu'il y a une nouvelle orientation du pouvoir mauritanien par rapport à ça? Le pouvoir mauritanien, quels que soient un peu les changements ou les fluctuations qu'on peut noter ici et là au cours de l'histoire, elle est, j'allais dire, c'est une grande amie, une grande sœur du Maroc. On ne peut pas envisager, si vous voulez, notre avenir méridional, comme dit Idriss, sans penser, sans invoquer aussi la Mauritanie sœur. Le roi Mohamed VI l'avait dit. Dans un discours prononcé à l'Ayoun, il avait dit que la Mauritanie, c'est notre arrière-pays. Oui. C'est-à-dire que nous ne pensons pas au développement de la province saharienne en dehors de ce que pourra être fait au niveau de la Mauritanie. Le problème, c'est que aussi les Mauritaniens étant un pays de taille petite dans la région du nord de l'Afrique, pris entre deux géants, Maroc-Algérie, n'a pas beaucoup d'alternatives malheureusement. Donc, en même temps, il est avec le Maroc, mais en même temps, il doit ménager aussi l'Algérie. On voit très bien que la présence algérienne, quand même, en Mauritanie, n'est pas anodine. Donc, ils sont en train d'effectuer un équilibre difficile. On les comprend. Mais... Ce qu'on appelle les équilibres instables. Voilà, mais en tant que Marocains, nous ne pouvons que les pousser davantage à accepter justement la solution marocaine qui est une solution politique et non pas juridique comme le voudrait l'Algérie. Parce que l'Algérie voudrait construire un Maghreb, une Afrique du Nord, à son image, à la mesure de la volonté de ses dirigeants. Ce n'est pas possible. Le Maghreb ne peut se construire qu'avec ses peuples et avec les pays qui le constituent. Avec la démocratie surtout. Voilà. Messieurs, bon, alors, on parle de l'Algérie aujourd'hui, de la prochaine visite de Staffan de Mistura. Que
quels seraient les arguments qui pourraient avancer face à cette position vraiment fermée du pouvoir algérien. Mais qui sont aujourd'hui, une question, messieurs, qui sont aujourd'hui les soutiens, qui sont les alliés de l'Algérie dans le monde? Alors, ce qui va faire, à mon avis, évoluer l'Algérie, c'est tout simplement l'effet d'entraînement et le contexte régional, j'allais dire méditerranéen presque, qui est celui de cette nouvelle donne géopolitique qui a été concrétisée, je veux dire entamée par la reconnaissance officielle solennelle par l'Espagne de la marocanité du Sahara. Ça, vous savez que c'est en train de créer un problème très 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 grave, je veux dire, qui presque déstabilise l'Algérie. Sur ce plan diplomatique, donc, il y a un effet d'entraînement qui pourra aussi venir officiellement au niveau de la France, n'est-ce pas? L'Allemagne s'est déjà fait, après les États-Unis. L'Espagne, bien sûr, c'est spectaculaire ce qui s'est passé. L'Europe est en train de réfléchir, mais elle va y arriver. La France, donc, c'est aussi... même l'Angleterre, ils sont en train d'évoluer. Alors, la nouvelle donne qui pourrait, bien sûr, survenir, c'est sur le plan, je veux dire, du contexte des Nations Unies, qui pourrait imposer maintenant, il faut dire, arrêtons, ça suffit, n'est-ce pas? Il y a les reconnaissances, il y a les consulats qui ont été ouverts, 25 consulats, c'est quand même pas rien. Il y a l'Europe qui est en train de refluer, je veux dire, qui change de position. Nous avons les pays, il faut le dire quand même, les 4 pays du Visegrad, n'est-ce pas? L'Europe centrale, c'est très important. Qu'est-ce qui reste finalement? Qu'est-ce qui reste sur les 27? Et puis nous avons, on le verra certainement à l'ONU, nous avons les pays, les 15 pays des membres du Conseil de sécurité qui vont évidemment aussi évoluer dans le sens, si vous voulez, d'une approche politique de la solution que le Maroc propose. Et c'est ça. Maintenant, l'Algérie, il faut quand même qu'un jour ou l'autre, on puisse lui dire, mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez exactement? Non, mais juste pour revenir à ma question, qui soutient l'Algérie aujourd'hui sur la scène internationale? Aucun pays. À part la Russie, peut-être. La Russie, bien entendu, il faut que je le dise, discrètement. Parce que lors du vote de la résolution 2602... La Russie s'est abstenue. Voilà. Mais ça ne signifie pas un changement total radical. N'oubliez pas que la Russie va organiser bientôt, à Bchar, des opérations, je veux dire, militaires. Non, mais le timing quand même choisi par les autorités algériennes pour faire, sachant que l'Algérie aujourd'hui est isolée dans le monde par la communauté internationale, on choisit de faire des exercices militaires avec. Oui, mais ça, si vous voulez, c'est le... C'est incompréhensible quand même, Hassan Alaoui. Oui, je reste un peu sceptique en ce qui concerne l'Algérie isolée parce qu'il ne l'est pas véritablement. Pourquoi? Parce qu'il faut voir les choses telles qu'elles sont. Il ne faut pas se leurrer quand même. Vous avez un pays qui est exportateur du gaz et du pétrole. Un peu comme la Russie. Voilà, qui a beaucoup d'argent. Vous avez un pays pas encore. Donc, qui a beaucoup d'argent tout de même. Potentiellement. Voilà, potentiellement. Okay. Donc, il a une diplomatie de chèque. De chéquiel. Donc là où il va, on va. Et puis son attraque, c'est ça arrose. Bien sûr, partout. Donc lorsqu'on parle de l'Espagne, qui a acheté presque toute l'opinion publique espagnole, la société civile espagnole a été achetée carrément par des moyens, de gros moyens, n'est-ce pas, par son attraque. Il y a eu une estimation de ce qu'a pu débourser le pouvoir algérien ces 20-30 dernières années. C'est un gros chiffre. D'ailleurs, le régime politique algérien est incapable de dire aux Algériens précisément combien il a dépensé d'argent pour défendre le Polisario. C'est 500 milliards. Voilà, donc il ne peut pas le dire. C'est énormément d'argent. L'essentiel. 500 milliards de dollars, bien sûr. L'essentiel, ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas s'attendre à voir dans l'échiquier international des pays qui sont pour ou contre l'Algérie, pour ou contre le Maroc. Les choses sont beaucoup plus nuancées. Donc il n'y a pas de pour à 100% et il n'y a pas de contre à 100%. Ceux qui sont avec nous ne sont pas avec nous à 100%, il faut le dire. Et ceux qui sont contre nous ne le sont pas à 100%. Donc c'est un jeu, comme je l'ai dit, le Maroc est en train de jouer un jeu diplomatique par millimètre. C'est-à-dire nous sommes en train de gagner petit à petit du terrain, de telle sorte à ce que nous créions ce point critique d'effet d'entraînement qui va pousser l'Europe, l'Union européenne à accepter la solution politique marocaine et
par effet d'entraînement, pousser l'Amérique latine et un certain nombre de pays africains et européens aussi d'accepter cette solution par défaut. C'est-à-dire, arrivant à un moment où l'on dit, où la communauté internationale se dit, la solution juridique du conflit Sahara n'existe pas, est impossible. Donc, puisqu'il est impossible, allons-y voir la solution politique. Et puisque sur la table, il n'y a aucune autre proposition palpable sur laquelle on peut commencer, il n'y a que la proposition marocaine. Oui, mais et c'est cela qui est très important en diplomatie. En diplomatie, on ne peut pas tirer un pays par le bras pour le mettre sur une table des négociations. Vous savez mieux que moi. Non, je veux dire, il y a eu la résolution, elle a été tout simplement, tout bonnement refusée par Alger. Et là, il y a une prochaine région. L'Algérie a changé de position. Regardez ce qui s'est passé lorsque Stéphane de Mistura a été nommé. Ils ont crié au scandale. Et maintenant, on commence à dire, bon, l'Algérie soutient les efforts du commissaire. C'est-à-dire qu'il y a un changement. On est en train de pousser l'Algérie à, elle aussi, à accepter par défaut la solution marocaine. Par défaut, ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, lorsqu'on commence les négociations, on commence les négociations sur la base de la proposition marocaine, c'est-à-dire sur la base de la souveraineté marocaine inaliénable sur le Sahara. Et à partir de là, le plan d'autonomie qui a été présenté, qu'on connaît tous, par le Maroc en 2007. Oui, Hassan Alaoui. Très clair. Il a dit que le succès de sa mission ne pourra avoir lieu que si, évidemment, on envisage des tables rondes et la solution politique. Voilà. Ce que l'Algérie refuse. Parce que l'Algérie refuse les termes comme a dit Mme Khadija, les termes de la résolution qui, 5 fois de suite, parlent de l'Algérie, évoquent l'Algérie, évoquent les tables rondes. Et M. de Mistura ne veut rien faire. Qu'il somme l'Algérie à être présent. Mais c'était là ma question. C'était là ma question. Mais est-ce qu'ils peuvent obliger un pays à prendre part à des négociations? Malheureusement, jusqu'à présent, nous n'en sommes pas là. On reste dans le canevas, si vous voulez, du sabotage algérien qui a toujours été la caractéristique essentielle de cette diplomatie. De toute manière, on le sait que l'Algérie n'a rien envie de faire d'autre que s'occuper du Maroc, que détruire le Maroc, et je le dis solennellement, que ça. À chaque fois, toute la journée, tous les jours que Dieu fait, la presse algérienne, et nous on est gentils par rapport à, je veux dire, les Marocains, la presse algérienne, on reste objectif surtout, on reste objectif par rapport à ce qu'on publie comme information sur nos voisins. Ils vont parler du Maroc, exportateur de drogue, pays de hashish, pays de délinquance. Mais les politiques algériens sont des acteurs dans ce trafic. Du plus haut, du sommet, je veux dire, de Sitboun jusqu'au petit journal d'Oran que anime le fils du général Nizar. Eh ben, on n'a que faire des Algériens qui disent que l'essentiel, c'est qu'il faut les pousser, comme je l'ai dit, à arriver à un moment où, pour se dire que la solution algérienne, la solution juridique qu'ils défendent, n'a aucune valeur. Ils sont en train après l'agressivité quotidienne de la presse, il y a maintenant cet enjeu qui est incroyable, qui est celui d'une récupération du patrimoine marocain à tous les niveaux, du kaftan, du couscous, de ceci et cela, tout est algérien. Et même de Tariq Ibn Ziyad. Non, mais c'est vraiment le comble de l'aberration. Je suis désolé. Bien. On va revenir à notre... Je suis désolé. Petite parenthèse de Hassan Alaoui. On va revenir peut-être à notre sujet. Oui, parce qu'en première partie, on a parlé de ce soutien européen. On parle de l'Espagne, de l'Allemagne. Il y a eu cette visite de juste qu'on reste en Europe, la visite de la présidente de la Commission européenne, Mme von der Leyen, au Maroc, et les dessous de cette visite et les enjeux de la coopération Maroc-Union européenne dans l'avenir, à la lumière de tous ces changements. Vous n'ignorez pas que le Maroc possède déjà un statut avancé de coopération avec la Commission européenne. C'est déjà quelque chose, un acquis pour le Maroc. Maintenant, quand la présidente viendra au Maroc, elle va discuter de manière très concrète de qu'est-ce qui se passe sur ce territoire. Eux n'ont pas envie. Alors, ce qu'ils ont, l'envie, la chose la plus adéquate qu'ils cherchent, c'est quoi? C'est que sur la partie du Maghreb, ils aient un seul bloc, c'est-à-dire un seul marché entre la Tunisie, l'Algérie, le Maroc, la Mauritanie, qu'ils puissent négocier avec ce groupement. Or,
Techniquement, aujourd'hui, l'Europe ne peut pas discuter avec un groupe consolidé parce que tous les pays de cette région ont des problèmes internes. La Tunisie, elle a ce qu'elle a. La Mauritanie, d'ailleurs, elle n'est même pas comptabilisée avec les pays du Maghreb. Disons, dans la comptabilité européenne, ils sont sur l'Afrique. La Libye, on ne peut pas discuter de la Libye aujourd'hui. Parce que surtout, on ne peut pas discuter avec la Libye parce qu'il n'y a pas de gouvernement. Il n'y a pas de gouvernement, il n'y a rien. Alors, si la présidente de la Commission vient ici, elle viendra pour d'abord confirmer le Maroc comme étant un partenaire de choix de la Commission européenne et dire « nous comptons sur vous pour faire avancer les choses ». Avancer dans quel sens? Avancer dans le sens d'un rassemblement des rangs et de dire que moi, je suis prêt à faire un pas positif vis-à-vis de l'Algérie qui ne veut pas me parler. Elle ne veut pas me traiter, elle ne veut pas me considérer. Mais moi, je vais aller les voir. Mais le problème des Algériens aujourd'hui, ils oublient qu'ils ont un peuple. Ils oublient qu'ils ont une histoire. Ils partagent avec nous l'histoire. Ils partagent avec nous la langue. Ils partagent avec nous la religion. On a le même rite malikite. Et je ne comprends pas pourquoi on peut trouver un moyen de taper sur le voisin marocain alors qu'il n'y a aucune raison. Mais est-ce que vous pensez que, puisque vous parlez du peuple, est-ce que vous pensez que cette propagande qui est monnayée par le pouvoir algérien affecte finalement aussi la mentalité ou la perception du peuple algérien vis-à-vis non seulement de ce conflit, parce que c'est l'origine de cette propagande, mais aussi vis-à-vis du peuple marocain? Le peuple algérien, il faut le scinder. Il y a toute la partie du peuple qui est politisée, c'est-à-dire ceux qui sont dans des partis politiques qui ont un différend avec les gouvernants. Ça, c'est des gens qui sont différents, ils ne sont pas contre le Maroc. Et même le citoyen moyen, le citoyen simple de la rue, il n'est pas contre le Maroc. Il y a quand même une partie de l'opinion publique algérienne qui reste attachée à ce que fait le gouvernement d'Alger et à la manière dont il gère. Et de toutes les manières, nous sommes cités par les Algériens comme étant le problème essentiel de l'Algérie. C'est ça le problème. C'est qu'on ne peut pas avancer tant qu'on a cette, Vous savez, lorsqu'on parle de l'opinion publique, c'est toujours un terrain fertile pour le pouvoir politique. Là où vous avez un État structuré avec des moyens de propagande, des moyens aussi de socialisation, on arrive finalement à créer une opinion publique. Donc, il ne faut pas s'attendre surtout sur les réseaux sociaux. Voilà. Parce que maintenant, ils commencent même à étendre un peu leur propagande donc, sur les espaces marocains, virtuels. Virtuels, il y a de réelles attaques à coups de fake news et j'en passe, bien sûr. Arrêtons de se leurrer parce que... C'est une guerre médiatique. L'essentiel... Et d'ailleurs, on le sait en sciences politiques, nous savons très bien que l'opinion publique est une question de travail de l'État. C'est quelque chose que l'on peut travailler. Au bout de 30 ans, vous avez toute une opinion publique que l'on peut orienter vers n'importe quelle orientation. D'accord ? Donc, il ne faut surtout pas s'attendre à ce que le peuple algérien soit conscient des enjeux géostratégiques dans le monde, de ce qui se passe réellement chez nous et dans le monde. Le peuple algérien ne voit le monde qu'à travers ses médias officiels. Donc, après, bon, il y a un certain nombre d'intellectuels qui sont indépendants, qui arrivent quand même à faire des recoupements et à construire une idée objective de ce qui se passe dans le monde. Mais le peuple ordinaire... Moi, je n'en ai pas vu encore qui prennent la après peine. Le khawa-khawa, vous savez, le khawa-khawa, c'est pour les gens... Hassan, le problème en Algérie... Je termine. Je n'en ai pas vu qui prennent la peine de défendre, j'allais dire, la cohabitation fraternelle entre nous. Aucun intellectuel algérien. Il y avait des intellectuels algériens qui avaient le courage de dénoncer. Bien sûr, la décennie noire a tout rasé. N'est-ce pas, aujourd'hui, il n'y a qu'une espèce de, pardonnez-moi l'expression, de nationalisme irrationnel, hargneux. Il n'y a que ça. Et même, ce qui est grave, le pouvoir algérien, y compris le président, bien sûr, travaille, je veux dire, le peuple algérien à la base pour haïr le Maroc. Est-ce que vous avez eu vent de cette histoire, enfin d'histoire,
un fait divers malheureux, mais j'ai envie de le considérer comme un fait divers, pour la directrice commerciale de Air Algérie, qui a parlé de cette histoire commune, notamment à Tlemcen, et qui a été tout simplement virée, pas dire virée, à cause de ça. Enfin, je veux dire, on s'arrête sur quand même. C'est le cri de désespoir. Il n'y a rien à attendre jusqu'à nouvel ordre. Ils ont une carte, un agenda, tout simplement. Et l'agenda, aujourd'hui, c'est le Maroc. Du chef d'état-major jusqu'au président Tebboune, jusqu'au ministre, jusqu'au porte-parole Bellani, qui est vraiment ce que j'appelle, moi je l'ai nommé le poète de la Casbah, parce qu'il s'amuse, il veut écrire des poèmes et tout et tout. Et puis il tombe aujourd'hui, sa mission, c'est tomber sur le Maroc. C'est tout. C'est parce qu'il a été avancé par le président, enfin en tout cas ce qui a fuité de la déclaration de Tebboune à l'occasion de la visite du chef de la diplomatie américaine. Oui, mais lui, c'est la contradiction totale. Il s'est prétendu protecteur du royaume, quand même. D'accord, enfin, mais en tout cas, l'Algérie protectrice du royaume. Mais alors, moi j'ai rigolé, pardonnez-moi l'expression, quand il a dit devant Blinken, mais nous, on n'a pas de problème avec Israël. Mais comment tu n'as pas de problème avec Israël? Mais tu traites le Maroc de sioniste, tu n'arrêtes pas ta propagande, et en même temps tu dis que tu n'as aucun problème avec Israël. Mais ce n'est pas vrai. Regarde le coup qu'ils ont essayé de nous faire avec cet épisode de l'Al-Quds. Oui. Même l'Al-Quds, ils veulent récupérer, si vous voulez, le statut du chef d'État. Il y a un problème n'est-ce pas? Vous avez un régime politique qui est prisonnier de son adversité à l'égard du Maroc, prisonnier de son idéologie anachronique qui date de la guerre froide, c'est-à-dire prisonnier aussi du non-alignement et du championnat de l'Algérie, championne du tiers-monde. Donc nous sommes toujours dans ce... Et puis vous avez un régime stratocratique, c'est-à-dire militaire enfermé. Donc n'attendez rien de l'Algérie. Il faut travailler et faire bouger les choses. Alors justement, travailler et faire bouger les choses pour qu'on clôture cette discussion, ce débat sur la question principale, le après cette réunion à huis clos, cette réunion à huis clos du Conseil de sécurité et de la prochaine visite de Staffan de Mistura. Ce sont des moments qui seront importants, certainement. La diplomatie marocaine, elle arrive à faire son travail, à distiller les informations qu'il faut. Et dans un salon privé, ils sauront dire les choses telles qu'elles doivent être dites. Maintenant, même quand ils voudront dire des choses, il faut qu'ils tiennent compte de la réalité sur le terrain. Il y a beaucoup d'Algériens qui sont en danger. On ne peut pas les griller comme ça, en parlant d'eux, en disant que telle personne va faire ceci ou cela, parce que c'est des gens qui sont véritablement en danger et on doit les protéger, pas en nous taisant, au moins en ne soulevant pas tout de suite la question qui les touche. Parce que, est-ce que vous oubliez qu'il y a 30 ou 40 généraux de l'armée algérienne qui sont en prison? Combien de présidents du gouvernement sont aujourd'hui en prison? De patrons de société. Les patrons de société, j'en passe. Alors comment voulez-vous gérer, travailler, discuter et avoir un débat avec des gens qui ont cette capacité à oublier les gens qui sont autour d'eux et à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui ne pense pas comme eux... Notamment sur la question du Maroc. Enfin, du Sahara, en l'occurrence. Sur tout ce qui touche au Maroc, au Sahara, etc. Donc, c'est-à-dire qu'on ne discute pas. Ça y est. Et même l'actuel président Tebboune, dès qu'il est arrivé, il a pris l'habit justement de la personne, disons, du représentant, du VRP anti-marocain par excellence. Hamid Ben Khattab, un dernier mot pour clore cette discussion et surtout sur peut-être les dessous de cette prochaine visite et comment peut-être elle peut être préparée de manière diplomatique et avec les outils dont dispose l'ONU. Vous savez, Staffan de Mistura actuellement n'a qu'un seul objectif, c'est celui de ramener l'Algérie à la table des négociations, parce que pour le moment, tout est prêt. Donc on est en train de créer une dynamique qui est vertueuse. Mais tant que l'Algérie n'a pas intégré cette dynamique, donc il n'y a pas de dynamique. Donc il va falloir qu'il fasse un peu plus d'efforts pour amener l'Algérie à créer ce climat de confiance. Parce que ce qu'il faut des fois actuellement en Afrique du Nord pour résoudre ce problème, c'est ce climat de confiance mutuelle. Et l'Algérie n'aide pas beaucoup dans ce sens-là. Très bien. Un dernier mot sur la coopération. On n'en a pas parlé, Hassan Alaoui, la coopération du Maroc avec la mission de la MINURSO.
C'est une coopération qui est absolument magnifique. Le Maroc remplit son rôle. Elle l'est devenue. Non, oui, bien sûr, parce qu'il y a des tripatouillages voilà. à l'époque, etc. Mais n'oubliez pas que c'est le Maroc qui paye tout ce qui concerne la mission de la MINURSO. Et ça se paye, je veux dire, en millions de dollars. Hein. Excusez-moi, ce n'est pas des petits millions. C'est le Maroc qui a assuré, grâce à Sa Majesté le roi Mohamed VI, la vaccination intégrale pendant la pandémie du Covid des membres et donc tous les membres de la mission au Sahara. C'est quand même le Maroc qui a offert les vaccins, qui a encadré, qui a assuré tout. C'est le Maroc qui paye jusqu'à la nourriture chaque jour des membres de la MINURSO. C'est le Maroc qui offre un cadre d'installation, d'implantation, de sécurisé et tout, de paix et tout pour que cette mission puisse remplir. Ce n'est pas le Maroc qui viole les cessez-le-feu, par exemple comme à El Guerguerat il y a 3 ans. Ce n'est pas le Maroc qui lance des agressions, et c'est faux. Et l'histoire comme disent la propagande algérienne, les journaux, qu'il y a évidemment la guerre courageuse menée par le Polisario contre les troupes marocaines. Tout ça, pardonne-moi l'expression, c'est du pipeau, n'est-ce pas? Il n'y a pas de guerre. La raison, d'ailleurs, le représentant de la MINURSO l'a dit hier aux membres du Conseil de sécurité, que c'est vraiment, il n'y a pas de guerre, il n'y a pas d'événement, tout simplement peut-être de loin, des tentatives d'escarmouches et tout, mais ils sont repoussés parce que nous avons quand même des forces de protection et des forces sécuritaires qui sont à la minute même, ils peuvent intervenir, qui nous assurent la sécurité, n'est-ce pas? On a des drones. Exactement. Bien sûr, ça je n'ose pas le dire parce que c'est nos officiers qui le diront, ou l'état-major, mais nous avons des moyens de défense aussi qui sont capables, modernes, qui peuvent, des drones, des avions qui partent de Marrakech et tout, vite fait. C'est-à-dire qu'en fait, le territoire est sécurisé. C'est clair, il n'y a que le Polisario qui s'agite tout seul et sa propagande algérienne qui le relaie. Et donc, il n'y a rien de tout ça. Et aujourd'hui, la MINURSO, ils sont contents parce qu'ils vont mener, leur mission jusqu'au bout. Merci. Grâce au soutien précieux du Maroc. Merci. Un dernier mot. Très rapidement, oui. Il y a des opposants algériens qui vous disent pourquoi l'Algérie n'applique pas le principe de l'autodétermination au peuple algérien. Voilà. C'est dit. C'est fini. Avec brio. Merci, Drissa Essaoui, Hamid Mertab, Hassan Alaoui. Merci à vous d'avoir accepté l'invitation de notre émission. Merci à nos chers téléspectateurs pour leur fidélité. Très bonne soirée à tous.